Salut à tous, bienvenue sur la télévision Caraïbes, votre chaîne de prédilection. C'est l'heure de l'invité du midi. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Merci de votre fidélité à l'espace, l'invité du midi. Parler actualité, c'est aussi parler de ceux et celles qui s'occupent de son traitement professionnel au quotidien. Femmes, journalistes et étrangères en Haïti, on la voit partout où il y a des dossiers importants et qui intéressent sa rédaction. L'acuité de ses questions, sa persistance dans ses interventions dans les conférences de presse, sa transmission de l'actualité d'Haïti sur l'antenne de la Radio France Internationale et dans d'autres agences de presse étrangères, sa relation avec ses consoeurs et confrères locaux font d'elle un élément de premier plan dans l'univers médiatique haïtien depuis 10 ans. Dans cette tenue modeste et toujours derrière une moto, elle se fond dans notre paysage comme si elle a toujours été la fille de cette terre. Mais comment vit-elle ce quotidien qu'elle s'est volontairement offert loin de l'Hexagone? Comment ses liens avec Haïti ont évolué durant autant d'années? Des perspectives en vue pour les 10 ans à venir? Sa vision du journalisme d'aujourd'hui, on en parle avec elle ce midi. Mesdames, Messieurs, notre invitée Amélie Baron, bon midi et bienvenue. Bonjour Davinson. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir partagé. Vous avez le trac, j'imagine. Légèrement, puisque d'habitude, les journalistes sont ceux qui posent les questions. Et donc, retourner l'exercice, pourquoi pas? Et c'est votre première fois à la télé ici? Et c'est ma première télévision dans toute ma vie. Ah ouais? Oui. Jamais de télé? J'avais fait une télévision à Martinique première, une seule fois. Une seule fois. Donc j'ai un peu le trac, mais ça va aller. Je suis d'entre deux. Très bien, mais on va parler de ce que vous connaissez le mieux, vous. Partant de votre origine, d'où venez-vous, Amélie? On sait que vous êtes française, mais de quel lieu de la France? Je suis née dans une petite ville qui avait moins de 20 000 habitants quand je suis née, près de la mer, près de l'Atlantique, à 15 km de la plage, on va dire, dans la région de l'ouest de la France, près de Nantes, entre Nantes et Bordeaux pour les équipes de foot. Je sais que les gens repèrent. Voilà, j'ai grandi dans cette petite ville avec une famille, mes parents professeurs, mon grand frère, un seul grand frère, et puis j'ai fait des études ensuite à Nantes, puis à Bordeaux pour le journalisme, et puis après, je suis venue ici. Très bien. Pourquoi le journalisme et pas un autre métier? Le journalisme, et j'ai retrouvé une fois dans un carton chez mes parents un petit reçu d'école quand on avait 10 ans, 11 ans, le métier de vos rêves, et je voulais être journaliste sportive à l'époque, parce que je faisais beaucoup de sport, mais je voulais déjà être journaliste. Je suis curieuse, je pense, depuis que je suis petite, et c'est un métier que j'ai toujours aimé, donc en évoluant, en grandissant, le côté sportif est un peu tombé. Et voilà. J'ai toujours voulu être journaliste parce que il y a une question de transmission du savoir, peut-être que j'ai de mes parents qui sont professeurs, mais je ne voulais pas faire tous les jours la même chose. Appliquer tous les jours le théorème de Pythagore, c'est pas très drôle. Et le journalisme, c'est transmettre du savoir, mais tous les jours différents. Jamais on a 2 jours de travail pareil, identiques. Et donc ça, c'est une richesse du métier qui me passionne. Très bien. Mais vous êtes installé ici en 2009, c'est ça? En 2009, oui. Mais vous êtes déjà venu en 2005? Je suis venue en 2005 pendant 1 mois. À ce moment-là, je n'étais pas encore journaliste, j'étais étudiante en histoire, mais toujours donc, avec l'idée d'être journaliste. Et en venant ici, à la base, je voulais être journaliste pour de la presse écrite. Et quand je suis venue en Haïti, j'ai compris, j'ai vu le pouvoir qu'avait la radio sur les gens, l'immédiateté, la proximité aussi avec les gens. Je me suis dit, OK, maintenant je vais être journaliste radio. Très bien, mais et en Haïti. Quand on vous a proposé le poste à RFI, voilà, on veut une correspondante en Haïti, vous avez dit oui, mais pas que pour le poste. Vous êtes journaliste, vous venez de vous former, vous pouvez vouloir aller n'importe où, en Afrique par exemple. Qu'est-ce qui a été déterminant dans ce oui pour Haïti? On m'a proposé la position, c'est on appelle ça une pigiste, donc on est payé au reportage, donc c'est pas un poste. Mais depuis que je suis venue ici en 2005, je me suis dit, mon objectif de carrière, c'est d'être journaliste correspondante en Haïti, en radio. Ça, c'était mon objectif quand je suis entrée à l'école de journalisme à Bordeaux en 2007. Mon objectif, c'était d'être correspondante pour RFI en Haïti. C'était écrit, correspondante pour un média étranger en Haïti. N'importe lequel. Il n'y en a pas beaucoup. Donc RFI s'est un peu imposé rapidement parce que je voulais faire du reportage. Je voulais travailler dans un pays comme Haïti. Parce que je suis tombée en amour de ce pays. Voilà, il y a un virus dans notre pays, on est connectés. Et donc, quand RFI, je suis allée en stage de fin d'études à RFI en juillet 2009, et je leur avais dit, d'ici la fin de l'année 2009, moi, je vais m'installer en Haïti. Ah.
Et donc, c'était tout trouvé. Et à ce moment-là, non, à ce moment-là, ils avaient encore un correspondant qui en fait a arrêté après parce qu'il a eu un travail aux Nations Unies. Et là, ils donc m'ont rappelé à ce moment-là. Quand lui a arrêté, ils m'ont rappelé. Et je crois que j'ai acheté mes billets d'avion le soir même. Et 2 semaines après, j'étais là. Je n'attendais que ça, en fait. Donc, c'était tout trouvé. J'ai eu de la chance, l'opportunité le karma, je ne sais pas. Mais les choses se sont bien arrangées pour que j'arrive ici comme je le voulais. Oui, mais maintenant, parlons de cette intégration, de cette première année. Vous êtes arrivé en 2009, il y a des événements de tout ordre, mais comment une journaliste française, on va dire une femme, une étrangère, arrive ici et il faut s'intégrer dans le milieu médiatique, il faut commencer à travailler. Comment cela se passe? Alors, c'est jamais évident parce qu'on a des références, enfin, moi j'avais les références du journalisme à la française, j'ai étudié en école française et on fonctionne beaucoup en France avec des emails, on contacte des administrations, on trouve les numéros de téléphone. Ici, si on n'a pas déjà rencontré la personne, c'est compliqué d'avoir son numéro de téléphone. Il n'y a pas d'annuaire. Sur Internet, on ne trouve pas les coordonnées d'une administration peut-être. Donc ça, au début, c'était très compliqué, mais là, je dois remercier mes collègues justement en posant des questions. Il faut oser demander aux gens parce que je ne connaissais pas, ce n'était pas mon pays. Et donc, on demande aux collègues. Et les collègues nous guident et m'ont guidé comme ça pour commencer à se créer son répertoire parce que c'est la richesse d'un journaliste, c'est son répertoire. Et donc, bêtement, je le dois à la patience et à la sympathie des collègues. Mais c'est comme ça qu'on commence dans le journalisme avec l'entraide peut-être des plus anciens ou ici des journalistes haïtiens. Mais ça, c'est pour la pratique du métier, c'est pour le travail. Mais l'intégration sur d'autres plans, ça se passe comment? Moi, je suis arrivée, je connaissais donc les gens chez qui j'avais été en 2005. Je suis retournée habiter chez eux en 2009, le temps de me trouver un appartement. Très bien. Et donc, j'ai habité en Plaine, à l'Île-à-Voix, parce que ces gens habitaient à l'Île-à-Voix, donc j'aimais bien avoir la proximité des gens que je connaissais. La Plaine, l'Île-à-Voix... Question de sécurité ou autre? Pas question, oui, de praticité aussi, d'avoir quelqu'un, je connais quelqu'un dans le quartier, c'est quand même agréable plutôt que d'être toute seule, perdue, je ne sais où dans la ville. En plus, la ville, au début, j'avais du mal à me repérer parce qu'il n'y a pas de panneau. C'est compliqué. Les gens vous citent des quartiers que vous ne connaissez pas, donc ça aussi, ça demande un apprentissage. C'est un processus un peu long au début, mais j'aimais bien parce que je suis curieuse et j'ai un sens de l'orientation aussi assez Très bien, facile. on va continuer à parler de cette intégration. Mais on va faire une petite transition aussi, vous allez voir où je vais en venir. Journaliste, vous êtes arrivé, il faut tout de suite commencer à travailler et faire ses preuves. Et donc, vous êtes arrivé dans un pays où la majorité des gens, c'est vrai, on dit que c'est un pays francophone, mais la majorité des gens parlent créole. Les personnes qu'on a à interviewer aussi, pour mieux les comprendre, pour mieux faire son travail, pour avoir l'exactitude des mots et de ce qui est dit. À partir de quel moment Amélie commence le marathon en créole? Je ne sais pas combien ça t'apprend pour parler créole, mais l'homme t'a arrêté dans l'Île-à-Voix, la plaine. Pas de gars l'autre blanc dans la zone, non, presque. Tu as quelques médecins cubains qui t'ont arrêté dans la plaine. Tout le monde a parlé créole autour de moi. Non, radio RFI, tu as branché, ok, tu as parlé français, mais sinon, c'est tout le monde qui t'a parlé créole. Donc, on a commencé à assimiler créole. On parlait petit créole loup, on a corrigé. C'est comme ça que tu as commencé. On dit. Avant 2010, j'ai attendu aux conversations, même pas qu'à encore vraiment parler, ni même écrit. Donc, on a plus travaillé en français, tant des boules parler créole, poser des questions en français, et comme ça, le t'a passé. Très bien, mais difficulté pour faire le travail? Le travail, c'est pas forcément évident. Pareil, on demande à des gens de nous aider à traduire. Les journalistes étrangers ne parlent pas toutes les langues quand ils vont dans les voyages, donc on a quelqu'un qui nous aide et qui traduit. Et au bout d'un moment, comme je vis dans ce pays, je suis au contact des gens qui parlent créole. J'ai appris le créole comme ça. Je n'ai pas pris de cours parce que un journaliste, c'est compliqué d'avoir des horaires et de respecter des horaires de cours. Mais c'est venu assez rapidement parce que pour un francophone, apprendre le créole, c'est facile. Les mots se ressemblent, il y a des similitudes. Donc, on va faire une petite anecdote. Je vais essayer de trouver une anecdote avec ça parce que on voit par exemple les gens, les Haïtiens notamment, qui pensent que dès que la personne est blanche et donc
elle ne sait pas parler créole et ne comprend pas la langue. Et donc, on profite pour dire des choses. Pour parler, oui, bien sûr. Et ça arrive encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que c'est une un histoire réflexe. qui te reste à l'esprit. Bêtement, à chaque fois qu'un Haïtien, des fois, me voit parler créole, il fait « Oh, oh, Gano Blanca parle créole ». Ça, je l'ai à peu près toutes les semaines et c'est très drôle et ça nous fait rire. Non, je me souviens d'une anecdote. C'était au moment du carnaval, je crois d'un carnaval des fleurs. J'étais avec un ami, collègue, Chéri Dionalio, le photographe. Des gens à côté de nous parlaient de moi et parlaient accessoirement de mon postérieur en faisant des commentaires plutôt sympathiques. Donc c'était agréable, mais en créole, ils pensaient que je ne comprenais pas. Ah ouais. Et à un moment, je me suis retournée et je fais, messieurs, arrêtez de... Ils étaient gênés. Qui ça, mon a dit? Non, ils n'ont même pas parlé, ils ont arrêté de parler, ils ont explosé de rire. Mais qui ça t'a dit en créole qui fait... Moi-même, c'est bon, messieurs, au cas de l'autre côté, nous là pour carnaval, nous pas là pour garder vous dames. C'est à peu près ce que j'avais dit peut-être à l'époque, avec un grand sourire parce que ça ne me gênait pas et c'était agréable. Chéri, qui est donc mon ami, a explosé de rire aussi parce qu'il avait très bien vu que je comprenais ce que les gens disaient, mais... Est-ce que ça a un avantage, Amélie, dans le métier notamment? Ou fait un métier, ou c'est en étrangère, bon, étrangère, on va dire après 10 ans, entre guillemets. Ouais, naturalisé, c'est vrai. Mais, ou maîtriser Jodia, créole, très bien, et donc, en pile monde dans l'entourage, ou peut-être pas comme ça, parler créole. Et dans le cadre de métier journaliste, est-ce que ça a déjà été profitable pour un moment ou à l'autre? Non, parce que moi, ça voulait dire, mais non, parce que chaque fois que je arrive en côté, déjà, c'est créole me parler, parce qu'on ne peut pas exclure n'importe qui, parce que je connais, il y a des gens qui m'ont parlé avec eux, ils parlent français. Mais si nous, dans la rue, aussi, de côté, je voulais pour tout le monde qui comprendre la conversation comme bien avec moi ça. Et il m'a toujours dit, c'est un journaliste. Ça, c'est un vrai que je gagne, là, je arrive en côté, bonjour, c'est un journaliste. Je me dis toujours qui est-ce moyen de me présenter, m'identifier en tant qu'un journaliste. Mais ça a aidé de ce que je parle créole parce que je peux parler avec n'importe qui. Et je peux parler, je peux parler, je peux choisir des mots, je aurais aimé, je voulais prononcer là, ça. Parce que si tu parles français, je peux parler français, mais langue dans le cœur, dans le corps haïtien, c'est créole. C'est créole, exactement. Donc, plus souvent, c'est dans le créole, l'homme parle créole avec un monde, c'est l'homme senti qui ça le voulait dire vraiment. Donc, c'est vraiment un avantage. Pour mon travail là, c'est pas qu'à parler créole. De la pensée, de l'envie de la personne de me dire ce qu'elle veut me dire, ce qu'elle ressent. Moi, je peux parler, je peux le dire en français ou en créole, mais ce sera meilleur en français. Ouais. Parce que c'est la langue de mon cœur. Très bien. Mais quand on est là, on allait dans la pratique métier ici, au arrivé en 2009, on a pris l'habitude de rencontrer le monde, etc. Mais Amélie Baron, lui-même comme journaliste, il y a des sujets particuliers qui intéressent. Jodia, on nous dit d'abord le choix des sujets. Qui gens, un journaliste, RFI, correspondant ici, non réalité particulière, les choisir sujet. Bon, on n'a pas choisi sujet, c'est le sujet qui est arrivé. J'en nous dit toujours, c'est pas journaliste qui a créé nouvelles, nous transmettre nouvelles, nous partager nouvelles, nouvelles yo là. Yo sorti, plus choisi ça qui fait actualité. Et aussi, je suis en contrainte par rapport à moi-même ou tout journaliste haïtien, c'est que chaque jour, je ne peux pas parler de 3, 4, 5 sujets. Il faut me choisir ça qui est vraiment plus central ou qui a fait plus sens aussi pour le monde qui est de l'autre bord. Avec ça, je déjà connu de pays là pour vraiment gagner un suivi sur l'actualité. Mais maintenant, le traitement, il y a une obligation que la rédaction RFI ou bien de l'autre agence qui peut-être va collaborer avec eux, faire en fonction de qui information il y a tant de journalistes qui en Haïti. Il n'a pas fait des commandes, j'en ai dit, il n'a pas dit « Ok, il faut nous faire, je dis là, un sujet sur... C'est qui ça qui passait dans le pays là. Et aussi, mon peut-être il a prouvé que c'est ou bien dans Paris ou bien dans Washington, il a dit nous voulons sujet ça. C'est dit non, c'est moi-même m'a fait remonter, mais qui ça qui a passé dans le pays là, qui ça ou plus aimé. C'est comme ça le passé, et nous pas qu'à choisir un thème pour dire ok, Haïti, nouvelle ça, c'est Jodia, c'est ça lié, ou pas qu'à choisir depuis l'autre bord pour dire on a parlé de ça, Jodia sous pays, si pays ça, il passe sous ça, moment ça. Non, c'est qui ça qui a passé dans le paysage. Parce que c'est au témoin RFI. Et c'est ça. Et souvent, je me songe une fois, tu as dit, tu as fait un sujet, c'est où qu'on connaît, c'est où qu'il a. Nous pas qu'à connaître ça qui a passé depuis 7000 km sous Paris, nous pas connaître ça qui a passé Port-au-Prince, nous pas connaître ça qui a passé Jérémy. Ou même ou plus à l'aise
pour nous connaître, qui ça qui doit faire titre là pour Haïti aujourd'hui. Très bien. Donc c'est une grosse responsabilité pour moi-même et mon petit gens stressé des fois pour me dire est-ce que je ne pas fait une erreur parce que nous sommes humains. Exactement, parce que je me pose peut-être ma question, pour que ça lève pas des RFI, par exemple, c'est tel sujet et pas tel l'autre. Appréciation, ça, l'hypathie de qui ça, qui motive lui. Bon, là, dépend de suivi, de sujets que j'ai déjà fait. Souvent, je m'essaye de faire un suivi parce que c'est pas, j'ai envie de dire, one shot. Mon aïe, tu les connais qui ça a passé après, soit actualité, ça. Et puis, une sensibilité, tout journaliste, j'en dis là, il n'y a pas. C'est pas des robots. Nous pas des robots, nous sortis de nos côtés, nous gagnons expérience, nous gagnons vie, nous gagnons ça nous remet, ça nous pas remet. Et puis, nous pas neutres dans le sens que nous pas objectifs. Parce que nous avons un choix subjectif pas. Mais nous intègre, nous retransmettre, ça nous ouais. Très bien. Mais nous choisissons des choix. Genre nous connaissons dans une foule, si nous avons un concert jazz, par exemple, la semaine dernière, là, tu as un concert jazz, pour que ça m'interroge tel monde et pas en l'autre. C'est sensibilité me gagne avec tel monde, mais juste pour. C'est un choix. Et ça, c'est le choix que me fait. Le journaliste qui a fait en l'autre. Donc, c'est subjectivité, ça, que le journaliste doit assumer dans le sens, nous dit, n'est pas objectif, mais nous intègre dans le sens que nous transmettre ça lié le vrai. Voilà, le vrai. Très bien. Mais je me pose la question ça parce que je connais des commentaires qui fait ouais que il y a des gens qui ont observé le travail ou même comme c'est vous qui puis présent comme journaliste international dans le pays qui ont observé traitement information mais en fonction de sujet ou choisir. Pour que ça c'est tel sujet et pas tel autre. Donc ça t'a baillé de l'impression. D'abord c'est guidé dans le sens international, et, ou bien c'est sensibilité, ou même en fonction de qui sauve les dits de Haïti. Est-ce que nuance là est possible pour nous faire quelque part, vous dites une attente de l'international par rapport à une série de sujets et pas tel l'autre, ou bien les gens qui veulent vendre Haïti de l'extérieur. Est-ce que ça a conditionné le traitement information? Ça, mais c'est fait, je choisis sujet et gens pour me parler de mon sujet, parce que me transmettre, oui, pour international, mais pour Haïti, tout. RFI nous diffuser sous tout pays, enfin, pas sous tout pays, mais sous 5 villes quand même, les grandes villes. On connaît Haïtien tout, il y a besoin d'informations, parce qu'il y a un Haïtien qui branché sur RFI à tout. C'est toujours, c'est est-ce que nous transmettre gens information moelle, gens me comprennent et gens m'ont l'abdil parce que souvent dans la radio, c'est interview me fait. Donc si on m'en a parlé, me retransmettre ça le dit et pas gain on attente de l'étranger à de l'international soit Haïti, mais c'est plus me voulez m'en comprendre mais qui j'ai en situation pour telle actualité, telle joie Haïti allié. Très bien. Donc on se parlait de festival jazz là, il y a plusieurs autres sujets d'actualité. Mais depuis 10 ans, Amélie Baron travaille à Haïti. Est-ce qu'on peut parler de ses sujets de cœur ou de son sujet de cœur, de sa thématique privilégiée? Elle est très large, on va dire. C'est les droits humains en général. Donc c'est très vaste, parce que les droits humains, c'est tant les droits à la culture que les droits à la justice, à l'éducation, à la santé. Donc c'est plutôt une question thématique droit. Droit social et aussi la culture. Très bien, la culture. Et ce mois de janvier est quand même très riche, et le carnaval arrive aussi. Parce que c'est Haïti aussi. Haïti a cette thématique, donc droits humains, qui est difficile. Et la richesse culturelle aussi. Donc j'essaye de mettre ça en avant et en même temps parce que... Pourquoi pas le sport puisque vous êtes fan de foot? Alors, je m'intéresse au foot parce que les Haïtiens adorent le foot. Je suis curieuse mais c'est vraiment le sport que j'aime le moins. Le football, malheureusement pour moi. Mais je suis obligée de pouvoir... et maintenant, je suis capable d'avoir une conversation sur le Real et Barça. Vous suivre sur Twitter, on ne dirait pas ça. Ben oui, mais c'est le métier qui fait ça. Je m'intéresse à ce qui intéresse la zone que je couvre. Et donc, quand il y a un match de Real et Barça, non seulement je veux le savoir parce que je sais qu'il faut que j'évite de voir des rendez-vous à cette période-là, parce que personne n'est disponible. Et comme ça intéresse et c'est dans mon environnement, je ne peux pas nier, je ne peux pas dire le foot... Non, merci, ne m'en parlez pas. Non, parce que les gens en parlent. Donc, mais c'est vraiment pas le sport que je préfère. Donc, c'est le public en général qui conditionne le travail du journaliste. Bien sûr. Comme je dis, on ne crée pas les nouvelles, on les transmet. Donc, si les gens parlent de foot, si les gens vivent foot, vibrent foot pendant la Coupe du Monde, par exemple,
Mais pas que du traitement de l'information, mais de votre fonctionnement aussi comme professionnel. Je vis en Haïti, je ne suis pas dans ma bulle. Voilà, je sais, quand il y a un match Real-Barça, je ne dois pas appeler les gens au téléphone. Très bien. Maintenant, il y a les hauts lieux de la politique. Quand je suis sur le terrain, je vous rencontre presque partout. CEP, Palais national, Parlement, ces lieux-là ont une expérience particulière avec eux, notamment le Parlement. Et récemment, il y a cette manifestation que vous avez tenté de faire pour revendiquer quelque chose. Revendiquer les droits Quelle des est médias. la relation en général avec ces hauts lieux de la politique? Je peux dire qu'en Haïti, c'est très compliqué pour les journalistes de travailler correctement dans certains endroits. Et donc, je me souviens, donc, au Parlement, c'était une manifestation pour les droits des médias. Et quelque part aussi pour la démocratie, c'était à l'investiture du président où, dans la salle, à l'arrière de la salle où l'espace pour le public et les journalistes, il y avait été installé des vitres. Ces vitres dérangent les caméramans, les photographes, ils ne peuvent pas travailler avec ça. Et donc, eux étaient mécontents. Et moi, en radio, c'est vrai que j'aurais pu me suffire du son, mais je sais que c'est une atteinte au droit de la presse que d'empêcher deux médias, la radio et la télévision et la photographie, de pouvoir correctement travailler. Et c'est un moment important. C'est la prise de pouvoir d'un président. C'est quand même des moments dont on a besoin d'avoir une bonne couverture médiatique en termes d'image. Et donc, à ce moment-là, mes collègues photographes, parce que j'ai beaucoup d'amis photographes, étaient en colère et j'étais en colère avec eux. Même si moi, j'aurais très bien pu dire, désolé, j'ai un speaker, je peux faire mon travail correctement. Non, il n'y avait pas, je pense, de volonté d'empêcher les journalistes de faire leur travail, mais les gens n'avaient pas pensé aux conditions dans lesquelles les journalistes doivent travailler et donc les besoins qu'ils ont. Et donc, oui, dès qu'on commence un peu à empêcher, malgré eux, les journalistes de travailler, je monte au créneau, bien sûr. Très bien, mais il n'y a pas que ça. Sur d'autres plans aussi, vous manifestez, Amélie Baron. Sur Twitter notamment, je vois quand il y a par exemple séance au Parlement ou une rencontre, une conférence de presse au CEP. En retard. Le retard. Donc, vous n'avez toujours pas compris que nous autres, on ne respecte pas l'heure. Alors, je me souviens, à l'école de journalisme, on m'avait dit, le journal, il commence à 8h. Il ne commence pas à 8h05. Donc, on se doit d'être à l'heure. C'est une question de politesse pour l'auditeur. Quand il se branche à 8h, s'il n'a rien, il va changer de station parce qu'il attendait quelque chose à 8h. Donc, par habitude et par respect, je me suis toujours habituée à venir à l'heure à laquelle on m'a invitée à une conférence de presse, même si je sais que je vais attendre. Et j'aime râler aussi parce que je suis française. Il n'y a pas plus râleur qu'un Français. Donc, j'aime me plaindre. Et quelque part aussi, des fois, c'est aussi pour montrer qu'il y a un petit manque de respect vis-à-vis des journalistes. On ne peut pas convoquer des journalistes à 8h et puis faire une tenue de conférence de presse à 14h. La journée fait 24 heures aussi pour un journaliste. Et il a beaucoup de choses à faire dans ces 24 heures. Et s'il perd, entre guillemets, toutes ces heures à attendre et donc à ne rien faire, c'est stressant. C'est parce qu'il aura moins de temps pour faire les autres choses qui étaient prévues. Maintenant, par rapport à l'accessibilité, on a l'impression que, bon, on parle de vous, parce que vous êtes la plus présente, vous êtes là en permanence, Amélie Baron. L'accessibilité à l'information, j'en ai parlé moi-même l'année dernière à RFI par rapport à ce que cela représente comme obstacle pour les journalistes haïtiens dans le traitement, dans le travail qu'ils veulent faire, surtout dans les reportages grand format. Mais même sur l'actualité, on a l'impression que souvent, vous êtes en avant sur certaines informations, sur certains dossiers. Comment on peut comprendre ça? C'est votre manière de travailler ou plutôt parce que vous avez le droit à une certaine confidentialité que nous autres, nous n'avons pas? C'est quoi la chose? Je ne crois pas à une confidentialité puisque les personnes généralement avec qui sont des sources d'informations sont haïtiennes. Je travaille très peu, il y a très peu d'informations qui viennent maintenant des organisations internationales par exemple. Peut-être je suis plus pénible et que je ne prends pas non pour un acquis. Quand je veux une information, je vais demander, je vais passer peut-être 20 coups de téléphone. Mais peut-être c'est ça. C'est juste dans la manière de travailler. Dans la manière de travailler et puis aussi de faire le suivi puisque une source, un contact, une source d'information, comme on dit dans le jargon, ça se travaille. C'est-à-dire qu'on continue à appeler les gens, on garde le contact.
même quand le sujet ne fait plus l'actualité, il faut se renseigner parce qu'on ne sait jamais quand on aura besoin d'un renseignement dans tel domaine. Je dis jamais que je n'ai jamais trop d'informations. Je dis toujours aux gens, envoyez-moi vos informations, envoyez-moi vos coordonnées, envoyez-moi ce que vous faites. Puisque le jour où il arrive quelque chose, je ne vais pas peut-être la voie normale, c'est laquelle on va tous penser, peut-être on n'y arrivera pas, mais avec les périphéries, on arrive à construire un sujet d'information sans avoir peut-être à passer par la voie où justement on n'arrive pas à avoir accès à ces informations. Mais il y a un autre aspect aussi, Amélie Baron, j'ai envie de croire que le fait d'être étrangère et de travailler pour un média aussi important que RFI, c'est la radio mondiale, c'est un organe international de premier plan et pour tout le monde, pour le monde entier. Donc, est-ce que le fait d'être étrangère et de travailler pour RFI ne vous donne pas accès à des espaces que nous autres, nous n'avons pas souvent accès? Alors, le fait de travailler pour RFI, très certainement, puisque c'est quand même une plateforme médiatique donc mondiale, donc très visible, les gens veulent avoir cette opportunité, veulent avoir cette fenêtre pour une interview. Les gens se disent, je veux une interview, oui, je vais répondre à RFI. On le voit à l'échelle internationale, quand CNN arrive, CNN a tout. Parce que CNN, c'est cette plateforme. Et donc, c'est vrai que par rapport à une audience uniquement locale, certains vont préférer faire une interview avec RFI. Ça, c'est absolument possible, bien sûr. Bien. Mais je me souviens d'un collègue qui m'avait dit « Comment tu as fait ce reportage ?» Mais j'ai appelé telle personne et telle personne. Il dit « Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas pensé. » Le journalisme, il faut être pénible, il faut appeler des gens. Et pour le fait d'être étrangère? Je pense pas. C'est vraiment, je pense plus le fait de travailler pour un média avec une audience, une portée beaucoup plus grande. Ça, évidemment, ça compte. Très bien. Tout à l'heure, on a parlé de sensibilité, de ce qui guide votre choix en termes de sujet, mais en termes de traitement aussi. Le journaliste, il ne dit pas ce qu'il pense dans ce qu'il écrit, dans ce qu'il raconte à la radio, mais il a ses propres valeurs. Qu'est-ce qui façonne votre écriture, vos reportages, Amélie Baron? Alors, déjà, donc je pars quand je fais le reportage, je rencontre une personne, je fais l'interview. La première chose que je fais, techniquement, c'est que je choisis l'extrait de l'interview. Je n'écris rien avant, après. J'écris après avoir choisi l'extrait de l'interview. Ça veut dire que la priorité pour moi, c'est ce que la personne dit sur ce sujet. Et ensuite, je contextualise, c'est-à-dire que j'amène les éléments de compréhension qui ne sont pas dits par la personne, où il faut présenter la personne ou l'institution. La première chose, c'est vraiment qu'est-ce que dit la personne, comment le transmettre au mieux sa pensée, son information sur un événement, et ensuite on donne ce qui pourrait manquer à la compréhension de l'événement. Et donc, pas de sensibilité qui pourrait être d'ordre politique, de la façon de présenter ça. Parce que c'est vrai, on peut utiliser le même son, ou capable d'utiliser même extrait sonore là, et fait information en sautis, non en sens ou en l'autre, pour façonner opinion publique là. Oui. Alors, peut-être que mon nan c'est pas de sauter ensemble avoir les capable pas ouais nuance ou fait sauter mais appréciation personnelle de sujet et de ça qui dit ou bien de ça constaté est souvent guidé par valeur ça yo. Pas mon nouillé bien sûr. Mais j'aime toujours dit mon là demandé qui ça vous pensez sous tel bail fait. Mais ça va intéressant. Ça mon là on veut connaître qui ça moun qui concerné à pas un sujet à dire. Ça, en journaliste pensé, ça va pas en éditorialiste. Ils sont reporters, donc mal chercher information, me transmettre, me contextualiser pour monde la comprendre. Si c'est opinion, on t'a fait un édito, même pas on pas fait en tribune, on pas fait en éditorial. C'est un journaliste reporter, donc ça me l'a dit, me transmettre pensée, me transmettre parole. Donc, ou en accord totalement avec... pour monde dire mais ou même ou pas jamais dit qui ça pensé de tel bail fait. C'est pas intéressant. C'est pas ça un journaliste supposé faire. C'est un éditorialiste, oui, même pas un éditorialiste. Donc, opinion journaliste que vous opinion journaliste que vous l'égal avec opinion n'importe qui l'autre citoyen et donc c'est pas important de dire ce qu'on pense. C'est ça. Pour qui ça nous-mêmes journalistes nous Mabdou qui ça moi-même journaliste mais qui me moyen. C'est opinion, une opinion oui, mais
ça n'a pas intéressé, non, vraiment. Ça, vous voulez connaître information, ce n'est pas opinion. Vous pensez ça. Notre traitement sujet A, ce n'est pas opinion qui doit passer, c'est information hein, que liée sous terrain. Donc, c'est en nuance que moi, j'ai fait pour me dire, mais. Et en pile collègue a demandé, mais qui ça vous pensez? Fait, mais. Pour qui ça, mon l'envie les connaît que ça me pense? Peut-être qu'ils ont envie de savoir ce regard de l'extérieur sur Haïti. Mais c'est pas ça, job moins, c'est pas ça. Job moins, c'est pas dire, d'accord, me compte, pour, m'avec, non. Très bien. Une pensée, job ça, déjà, reportage suffisant pour. Cette rigueur, ce côté professionnel que on fait valoir là, ou estimer l'imprégner totalement dans la pratique journaliste haïtien en général? Peut-être pas suffisamment tous les jours, mais haïtiens ou aussi à l'étranger. Et je pense que cette nuance de justement, les journalistes ne sont pas là pour donner leur opinion. C'est quelque chose à laquelle il faut maintenant se tenir beaucoup en Haïti et aussi en France, je vois, parce que les gens, on va dire, reprochent aux journalistes de biaiser l'information, d'avoir les infox, les fake news et on le voit, la manipulation de l'information par rapport, les citoyens pensent qu'on manipule. Mais non, si on transmet les faits, les gens ne peuvent pas nous reprocher de manipuler. Donc il ne faut pas donner son opinion pour ça, il faut rester dans les faits, dans la transmission de l'information. Et c'est important parce que vraiment, on le sent, il y a un refus du monde journalistique aujourd'hui beaucoup plus grand par rapport aux citoyens. Les citoyens en ont marre, il y a une rancœur. Et pour contrer ça, il faut faire son travail le plus rigoureusement possible. Très bien. Avec la rigueur, on arrive à montrer aux gens, regardez, ce n'est pas contestable, je ne fais que transmettre l'information, ce n'est pas mon opinion, c'est ce qui est dit au quotidien, dans les rues, sur le terrain, dans les Et on justifie la source, normalement. Absolument. Bien sûr, on donne ses sources. Un journaliste, quand on a une source anonyme, l'anonymat ne vaut que si la personne est menacée de mort, s'il y a un risque de vie ou de mort sur la personne interrogée ou sur le journaliste en soi. Mais il n'y a pas de source anonyme, sinon une personne qui ne veut pas dire son nom, dans un papier, dans un article, on dit pourquoi la personne n'est pas nommée, une source anonyme. Pourquoi est anonyme? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a dit ça ou est-ce que c'est le journaliste qui a parlé et qui a mis ça sous le coup d'une source anonyme? Il faut faire attention, il faut citer les personnes comme ça. Le public, les lecteurs, les auditeurs peuvent voir. C'est authentique. Vérifier l'information. Parce que les journalistes, voilà, il faut vérifier aussi les informations et donc ils pourraient aller vérifier en allant revoir cette personne s'ils peuvent. Très bien. Parlons de l'éthique maintenant, Amélie Baron. Dans le monde, et Haïti n'est pas exempt, les journalistes haïtiens non plus, il y a une tendance qui se développe peut-être un peu plus aujourd'hui à sourdoyer les journalistes pour essayer de diriger l'information dans un sens ou dans un autre. Où ces journalistes RFI, et donc nous avons parlé de qui importance ça a gagné, notamment pour le monde politique haïtien. Donc, m'en demandé, est-ce que jamais, pendant ces 10 ans, pas gagné des approches qui sont faites dans ce sens pour essayer d'y Amélie, écoute, en nous établir un lien qui allait au-delà de journalistes et personnalités politiques ou autres, pour permettre justement que tel type monde ou bien tel type groupe monde, dans un moment politique donné, gagne en meilleure appréciation, pas dire appréciation, mais en meilleure présentation de leur personne, de leur groupe et de leur politique aux yeux du monde, à travers RFI. Ça n'a pas jamais arrivé et peut-être parce que justement, je connais que si on t'a essayé, on t'a fait un article sur ça pour dire, OK, m'a dénoncé parce que j'ai tenté corruption sous journaliste, j'en ai dit. Ça n'a pas jamais arrivé parce que aussi peut-être ma travail pour RFI, je connais que il y a un backup rédaction derrière, alors qu'on a peut-être possibilité avec des journalistes qui ont des gens difficiles dans le paysage audiovisuel haïtien, qui n'est pas aussi facile, on a dit. On va parler là des moyens d'ordre économique, vulnérabilité sur le plan matériel. C'est ça. Et donc, ça n'a pas jamais arrivé. Ils ont accusé de ça. Ça fait me rire une fois. Je te dis, parce que tu t'es fait parler tel monde ou pour tel monde. Mais 2 jours après, je t'ai parlé avec l'autre camp, l'autre bord, et me dit OK. Ouais, que mon âme fait en balance aussi. Ça, c'est un bail comme essayer de faire, qui n'est pas toujours facile parce que mon n'a pas toujours voulu parler, mais essayer de faire un équilibre dans la présentation, dans le temps de parole, pour nous dire OK, on nous baille la parole pour opposition, on nous baille la parole pour. C'est un équilibre nous doit faire parce que c'est janvier.
Très bien. Mais mis à part ça, pas jamais gagné de tentative pour soudoyer ou bien pour créer un lien autre que professionnel avec vous, mais quelque part, pendant 10 ans, il y a des événements politiques et majeurs qui passent dans le pays, et même pas sur des événements politiques, on l'autre thématique, on l'autre sujet, des menaces qui va au-delà du verbal. Non, heureusement. Je suis content, ça n'a pas arrivé, ça n'a pas jamais arrivé, mais non. Toujours pour même raison, selon vous? Peut-être, oui, mais je suis content parce que je ne pas joindre menace vraiment dans la profession. Il y a des gens qui ont dit, il y a Brahim, mais il y a tout journaliste qui est là, c'est pour ou contre, mais je suis content parce que je travaille dans le côté, pas vraiment menace qui fait à partir d'insultes parce que sont étrangers, me comprendre. Mais non, heureusement. M'espérer 10 ans avant. Est-ce que vous pensez que le fait d'être femme joue en votre faveur? L'a joué et dans l'autre sens, il n'a pas joué tout parce qu'on connaît cette position femme dans le pays et dans une profession qui est quand même plutôt masculine, il n'est pas facile. Et plus vraiment penser, il n'est pas en avantage, il n'est pas en désavantage. Là, dépend des situations. Très bien. Maintenant, c'est vrai pas gain directement des menaces, mais au couvrir de 2009 à Jodia, des événements politiques, des manifestations, des moments où l'insécurité est grandissante. Est-ce que dans un moment particulier, Amélie Baron sentit les menacer? Peut-être à tout le monde, mais que vous sentez en danger et donc ça gagne un impact peut-être sous activité ou sous travail ou m'pas sorti ou bien m'pas tel côté alors que c'est là où se passent les événements où c'est là c'est espace ça qui est lié avec ça on fait comme travail. On ne pas prendre menace directement, genre dit là gain des côtés là son manifestation cap gaé menacer mettant coup tout le monde qui va côté. Pas directement ciblé. Par insécurité ou par menace ou par risque. Après ça, il y a des côtés, on a dit, depuis l'œuvre, la Jimmy et le gagneur disparaissent. Dans Martissan, pas tout n'est Martissan, parce que nous ne connaissons pas ce qui passait vraiment. Mais par contre, nous, journalistes, nous on parle avec 20 000, ils parlent tout. Ça, c'est un côté qu'on a pas à l'aise pour mal travailler parce qu'on ne connaît pas ce qui est arrivé. Ça me dit. D'autres moments Non. Sinon, on connaît, on prend plus risque que n'importe qui citoyen. Le gars en manifestation, tout le monde rentre la caillou, moi-même allé. Dans le mois de juillet, à Moulin, il rentre la caillou, moi-même t'es sorti. Mais c'est le job-là qui fait ça. Et ne pas prendre menace vraiment directement. Donc, parce que. Bon, pas qu'on est pour qui ça, mais. Ne pas sentir vraiment menacé dans le job moins. Donc. On prend prudence, on fait prudence tout. Regardez là, ok, le gars tiré, bah. Derrière une moto, c'est peut-être plus facile aussi. Derrière une moto, parce que moi, tout blocus, tout trafic, on ne peut pas supporter. On voulait aller vite, on voulait aller au travail, on voulait pas. Nous sommes derrière une moto, avec un casque. Alors, parlons de cet obstacle pour Amélie Baron. Au bon moment, l'apito ont tableau d'un journaliste qui arrive dans le pays, même s'il avec toutes difficultés liées, mais qui réussit capable de faire travailler normalement. Mais on ne peut pas dire que tout est rose pour Amélie. Quels sont ces obstacles à l'exercice de votre métier ici? C'est le même obstacle que tout journaliste a rencontré. Et j'en dis, c'est accès à information, accès à documents, accès à des sujets que nous avons traités, mais de ce que pas de monde qui a parlé, ou nous pas de documents, nous pas joindre d'informations, nous pas traiter vraiment gens nous voulons le traiter. C'est ça l'obstacle que nous pas gagne plus d'obstacles n'a pas passé l'autre haïtien. Alors, si on parle de ces sujets manqués? Ben, on ne va pas les dire parce qu'ils sont peut-être encore faisables. Ah oui, alors un sujet manqué, il n'y a pas de sujet manqué, il y a des sujets des événements qu'on fera plus tard. Non, là, on va rester sur l'actualité. Un moment politique donné ou autre chose, et Amélie Baron n'est pas sur le terrain et elle a le regret. Je n'étais pas en Haïti quand Jean-Claude Duvalier est allé au parquet. Alors que j'y étais tous les jeudis. Depuis l'ouverture du dossier, j'ai suivi ce procès, ces séances au parquet au bicentenaire. J'y allais tous les jeudis. Et puis la convocation avait été reportée d'une semaine à l'autre, d'une semaine à l'autre. Et puis à un moment, j'étais en congé, j'allais voir ma famille en France. Et c'est à ce moment-là que Jean-Claude Duvalier est allé au tribunal. Je n'étais pas là.
l'actualité a quand même été couverte par RFI et les journalistes haïtiens ont très bien fait le travail, mais c'est vrai que c'est un moment historique où j'aurais bien aimé être là. Très bien. Et où je n'étais pas là. C'est pas grave. Tout le monde en a dans son métier. J'ai vécu après des moments formidables. Donc... Aujourd'hui, 10 ans plus tard, un sujet fantasmagorique ou fantasmatique, j'ai envie de dire, qui vous tient à cœur, quelqu'un que vous aimeriez interroger et que jusque-là, c'est pas possible. C'est peut-être l'occasion de lui dire... De faire un appel du pied. Mais là, comme ça, je suis prise à dépourvu parce que je n'y ai pas pensé. Non, il n'y a pas... Il n'y a pas de difficulté pour rencontrer des gens si on veut faire le sujet, parce que quand on présente le sujet et qu'on dit voilà, on veut faire ce sujet, vous êtes la personne la plus à même d'en parler, généralement elles disent oui. Aujourd'hui, aucun, personne. En soi, non. Là, j'ai personne que j'essaye d'avoir en interview et qui ne répond pas, non. Pour faire un sujet, non. Pas plus que ça. J'ai parlé tout à l'heure de fantasme, du sujet souhaité. Ça peut être tout à fait une illusion, mais j'aurais aimé interviewer cette personne, j'aurais aimé traiter ce sujet et en fonction du contexte, c'est impossible. Alors là, je vais faire une révélation, mais comme je suis un peu feignante et je procrastine aussi, je fais rarement de prévisions de planification à très long terme. Je prends les jours à peu près quand ils arrivent, quand ils viennent et je ne réfléchis pas au sujet que j'aimerais faire ou que je pourrais faire. Voilà, donc je ne peux pas vraiment répondre. La ville où vous n'avez pas encore travaillé? Alors, je n'ai pas passé beaucoup de temps dans le nord-ouest parce que les difficultés de transport, la logistique, c'est compliqué et j'aimerais bien. Bombardopolis, le nom m'interpelle. La première fois que j'ai entendu ce nom, ça sonnait comme une ville un peu métropolis. Et alors qu'on m'a dit que pas du tout, mais c'est vrai que du coup, j'aimerais bien m'y rendre. Très bien. Là, on en a parlé, je crois, avant l'émission. Amélie Baron, 10 ans d'expérience, journaliste française très bien formée qui fait son travail jusque-là très bien. Je l'ai dit au début, on vous prend souvent pour une sorte de référence pour authentifier des informations. Il y a telle information importante qui est sortie et on va vérifier sur la page de Amélie si elle est au courant. Bon, si elle le dit, eh ben c'est donc vrai. Donc, il y a ça aussi. C'est une pression. C'est une pression. On peut se tromper. Bien sûr, on est d'accord. Mais jusque-là, ça va. Sinon, on l'aurait entendu. Oui. on aurait presque tout le temps dénoncé ce que vous faites. Mais vous faites bien votre travail. Pourquoi Amélie Baron n'est pas dans la retransmission de ce savoir-faire? Au début, je ne voulais pas transmettre ce savoir, donc faire des formations, parce que je considérais que je n'avais pas encore l'expérience nécessaire. Je sortais d'école. Là, maintenant, je travaille depuis bientôt 10 ans. On m'a redemandé récemment de faire une formation et j'y ai accepté cette fois avec la Focale et Avocats sans frontières qui va organiser une formation de 6 à 8 journalistes des femmes sur les questions des droits humains. Donc pour moi, quand on m'a proposé ça, je ne pouvais pas refuser parce que c'est exactement ce que j'essaie de promouvoir aussi, les droits humains et aussi les femmes parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le métier, en général encore moins en Haïti. Donc voilà. Mais au début, je ne pensais tout simplement pas à même de pouvoir faire une formation, parce que j'aurais aimé aussi être formée. Il y a le background académique. Oui, le background académique, mais c'est un métier où on apprend tous les jours le journalisme. On continue en fait, à apprendre de son métier et aussi avec l'échange avec les autres collègues, on continue à s'améliorer, à se former. On n'a jamais fini, on peut toujours faire mieux. Et là, ça va commencer, Amélie, dans des séminaires, Amélie, dans des conférences, peut-être Amélie, professeur. J'ai pas le temps non plus. Bien sûr, le souci de temps, mais vous m'avez parlé de ce souci, de cette appréhension par rapport à vous-même. Vous n'étiez pas prêt, mais maintenant, c'est fait. Oui, mais en même temps, mon métier, ça restera journaliste et pas professeur. Très bien. Mes parents étaient professeurs. Je n'aurais pas la patience, en fait, aussi, j'ai peur et je me connais, la patience qu'il faut pour être professeur. Et j'admire vraiment les personnes qui travaillent dans l'éducation. Je ne suis pas sûre d'avoir cette patience. Et aussi, le journalisme est un métier individuel, avec des fois des camarades et des collègues en équipe, mais de très petites équipes. Et donc, on collabore très peu en grands groupes et donc les formations, c'est autre chose. Très bien. Maintenant, lorsqu'on essayait de planifier cette émission, je vous ai demandé, Amélie, quels sont ces sujets qu'il ne faut pas aborder? Et vous allez les aborder.
vous m'avez dit, d'abord, la politique, je ne commente pas ce qui se passe dans votre pays. Parce que les journalistes n'ont pas justement, le pourquoi. Les journalistes n'ont pas, quand ils sont journalistes reporters, pas éditorialistes. Les commentateurs, oui, mais commentateurs n'égale pas journaliste, selon moi. Et donc un journaliste n'a pas à donner son opinion, puisque ce n'est pas son opinion qui compte, c'est l'information. On est vraiment un vecteur, on transmet l'information. Donc en soi, je n'ai pas à commenter la politique, puisqu'en plus, ce n'est pas mon pays. Et donc je me garderais bien de donner des commentaires sur un pays qui n'est pas le mien. Vous avez cette pression par rapport à vous-même ou par rapport à votre rédaction ou par rapport à la représentation diplomatique française? Non, pas du tout. Je m'impose cela et aussi on me l'a fait réaliser. Au début, on pense, c'est parce que j'ai une grande gueule. Et oui, on peut parler beaucoup. Et finalement, en grandissant peut-être, et c'est peut-être la maturité, je vieillis, je me rends compte qu'il faut être un peu humilité. Un peu d'humilité ne fait pas de mal et on ne sait pas tout. Et ce n'est pas parce qu'on a une information qu'elle est vérité. On a une vision de la situation qui est différente de la situation que peut voir une autre personne. Et donc être plus à l'écoute et moins dans la parole. Et c'est pour ça aussi que la radio, c'est intéressant, parce qu'on écoute les gens, on les fait parler. Ce n'est pas à nous de parler, c'est aux gens de transmettre. Ce qu'eux pensent d'une situation, ça me permet de me dire aujourd'hui, mais mon avis ne compte pas. Je veux que les gens comprennent ce qui se passe par la voix de ceux qui vivent l'actualité, pas par la mienne. Je veux bien vous croire, mais sur Facebook, sur Twitter notamment, quand Amélie publie quelque chose, peut-être qu'il y a très peu de commentaires, mais le fait de choisir de retweeter ou bien de partager une information et pas une autre, ça donne aussi une certaine idée de ce que vous pensez. C'est la subjectivité dont je parlais tout à l'heure. On n'est pas objectif, on fait des choix de lire et de reposter cet article, de lire celui-ci mais ne pas le partager. Bien sûr, c'est un choix. Comme tout le monde, on n'est pas des robots. On a nos sensibilités, mais il faut savoir garder humilité et se dire je peux transmettre une information qui va intéresser les autres sans dire c'est ça, vous devez penser ceci. Ça, c'est pour moi assez désagréable. Très bien. 10 ans plus tard, Amélie, vous faites partie de cette famille de la presse haïtienne et on le sent bien. On ne va pas vous demander de critiquer, mais ce qui vous gêne dans ce que font vos confrères ici en Haïti et que vous aimeriez voir changer? Ils ne râlent pas assez par rapport à ce qu'ils pourraient râler, vu les conditions des fois dans lesquelles ils se retrouvent à ne pas travailler ou à travailler ou à attendre de travailler. Moi, je râle parce que les gens sont en retard, parce qu'on est dans des mauvaises conditions, parce qu'on n'a pas de chaise. Je râle tout de suite parce qu'on est des êtres humains, les journalistes, donc on doit avoir de bonnes conditions de travail. Peut-être que ce serait ça. Mais je comprends aussi que moi, j'ai le confort de travailler pour des médias étrangers et donc de ne pas avoir la pression d'être la personne qui, si elle râle trop, une autorité va appeler le rédacteur de la salle des nouvelles et dire « Bon, votre journaliste est pénible, il râle tout le temps. Moi, que je sache, personne n'a appelé RFI pour leur dire « Votre journaliste râle tout le temps. Ouais. Peut-être que c'est un compliment, peut-être, plus de râler d'ailleurs. Mais ce serait ça, ce serait de ne pas assez... revendiquer la profession parce qu'elle est en difficulté partout et en Haïti aussi. Et donc, il faut savoir revendiquer ses droits en étant conscient qu'on a des devoirs en tant que journaliste. Est-ce que ce n'est pas le souci d'organisation, peut-être? Je ne sais pas, mais quand on revendique aussi donc, la liberté de la presse, ça a un coût aussi. Et liberté de la presse ne veut pas tout dire. Voilà, il faut savoir aussi peut-être... se rappeler ses devoirs de journaliste, justement, d'intégrité, d'équité, d'impartialité et de respect de l'information. Très bien. On a assez parlé du journaliste ou de la journaliste, de l'étrangère, peut-être un peu moins aujourd'hui ou pas du tout. Mais maintenant, parlons de la femme. De la femme, j'ai envie de dire, ça fait un peu l'actualité aussi. Est-ce qu'à un moment donné, Amélie est victime de cette vision globale qu'il y a de la femme ici en Haïti ou du traitement accordé à la femme ici en Haïti, puisque vous êtes dans nos rues, vous êtes partout dans nos maisons et là où le travail vous amène, ou plus que le travail, mais
cette vision globale, ce traitement global accordé à la femme en Haïti, on ne va pas citer des éléments de l'actualité, mais est-ce que vous sentez cette pression? Oui, et je me souviens au début du mouvement MeToo, puisqu'on va quand même remettre les choses en contexte, c'est sorti de là. Le sujet a refait l'apparition avec ce hashtag et tout ce mouvement. À ce moment-là, je me souviens, il y avait en France une journaliste qui avait fait, voilà, être journaliste féminine, enfin, une femme journaliste, c'est subir tous ces problèmes. Ils sont les mêmes en Haïti, ils sont les mêmes en France. Il y a toujours cette pression d'être une femme dans un milieu d'hommes. Et d'être la seule femme parfois dans un milieu d'hommes. De faire une interview dans un bureau avec un homme seul. Ça place le journaliste, la journaliste en l'occurrence, dans une autre situation qu'un journaliste masculin n'a pas conscience de ça peut-être. Très bien. Mais en soi, la situation des femmes dans le monde et en Haïti est effectivement quelque chose qui me tient à cœur, qui m'intéresse. Et donc, il y a une défense des droits et aussi une éducation à faire sur les droits parce qu'il y a peut-être une vision des gens qui se disent mais les femmes, elles revendiquent l'égalité, elles revendiquent le respect, des choses assez basiques. Très bien. On ne demande pas la lune, mais déjà s'il y avait ça, ce serait bien. Là, vous m'avez donné des exemples ou une image de ce que ça peut être dans le milieu du travail, mais au-delà. Au-delà, mais comme j'ai assez de la répartie aussi, quand on me dit quelque chose qui me déplaît, je réponds souvent du tac au tac. Et quand dans la rue, par exemple, un commentaire assez déplacé ou sexiste, je vais relever, je vais répondre en créole et souvent ça diffuse la situation. Mais je sais que j'ai on va dire ce petit privilège qui n'est peut-être pas celui qu'a une femme haïtienne. Donc, c'est pas évident au quotidien d'être une femme en Haïti. C'est pas non plus la situation que peuvent vivre certaines femmes dans des pays où vraiment il y a des pressions, des menaces, des dangers au quotidien sur les femmes. Mais il faut à chaque fois se battre pour expliquer qu'on est légitime, qu'on a le droit d'être là, qu'on a le droit de faire ça. Est-ce que vous êtes en train de me dire que, puisque vous êtes française, européenne donc, vous connaissez peut-être d'autres pays dans l'entourage de la France, est-ce que vous êtes en train de me dire que, comme par exemple on l'entend de la bouche des femmes féministes en Haïti, qu'on est vraiment un peuple machiste ou un peu trop porté sur le masculin? Un peu quand même, on ne va pas le cacher. Maintenant, ce n'est pas une généralité, hein. Il y a des hommes et des milieux qui respectent absolument les positions des femmes, mais ils sont minorité. Il y a une difficulté du respect de la femme, des fois, dans ses droits, dans ses libertés. Maintenant, à Haïti, on voit aussi que des femmes sont chauffeurs de camions. Je ne suis pas sûre qu'en France, certains verraient ça d'un bon œil aussi. Il y a des conceptions de métiers ici, on les classerait peut-être masculins en France, et en Haïti, on ne voit aucun problème à avoir une femme à la tête d'un engin lourd. C'est ça aussi, on se dit, il y a des points positifs, mais il y a aussi des points négatifs. Mais il ne faut pas noircir le tableau, mais il y a quand même un lourd travail à faire sur le respect des droits et des libertés des femmes, bien sûr. Très bien. En dehors du travail, cette femme française en Haïti, 10 ans plus tard, vous êtes intégrée totalement. Qu'est-ce qui se passe en dehors du boulot? Quand je ne travaille pas, je dors. J'adore dire ça. Rien que ça? Non, mais je dors beaucoup, j'adore dormir. Vraiment, ma religion, c'est le dodoïsme, comme je dis. J'aime faire dodo. Et non, je regarde des films, comme tout le monde. Je sors, je vais danser. J'aimerais bien aller au cinéma. Malheureusement, il n'y a pas de cinéma. Ça, c'est la chose qui me manque cruellement ici. Voilà, je suis une personne normale. Et tout ça en dehors du boulot, de manière communautariste, avec... Alors, pas beaucoup de Français, non. Mais non, j'ai des amis haïtiens, espagnols, italiens. C'est assez varié, mais plutôt haïtien, en fait. Parce que vous êtes majoritaire en Haïti, tout de même, les Haïtiens. Très bien. Et pour la cuisine? Alors la cuisine, j'adore la cuisine haïtienne, mais je ne la fais pas parce qu'elle est trop longue à préparer. Ah ouais? Ah, j'ai préparé la dernière fois avec une amie
qui, si elle regarde, va rire de ça. Des bananes pesées. J'adore les bananes pesées, vraiment. Mais le temps de préparation pour des bananes pesées, pour la seconde et demie qu'il va me falloir pour la manger, non, c'est trop long. C'est vraiment trop long. Et j'adore ça, mais... Il faut la prendre crue alors? Ou faut la prendre de quelqu'un qui l'a faite. Ah, très voilà. bien. Je fais marcher le commerce local, quoi. Très bien. Et le dernier voyage à Paris, ça me permettra de poser une autre question. Ça remonte à quand? J'étais au mois de décembre. C'était un court séjour d'à peine... j'étais partie 5 jours seulement, mais c'était pour des funérailles. Donc, ce n'était pas vraiment très joyeux et voulu et planifié, ce voyage. Très bien. Ce que j'ai envie de vous demander, c'est quand, après 10 ans, vous partez, vous allez à Paris ou autre part en France, c'est quoi le sentiment? Que c'est en France que vous êtes l'étrangère 10 ans plus tard ou... Il n'y a pas ce sentiment d'être étrangère en France, mais mes réalités de vie ne sont pas celles que vivent mes amis en France, ma famille en France. Donc je suis entre les deux. Mais après, il n'y a pas... Pas de cassure véritable. Il n'y a pas de cassure véritable, il y a juste une compréhension. Et les gens le comprennent bien dans mon entourage. Ils savent que quand ils se plaignent de choses assez futiles, pour dire que le métro avait 2 minutes de retard, ils me disent « Ah, je suis désolée Les gens s'en veulent de se plaindre des petits désagréments de la vie française parce qu'en Haïti, on n'a pas de métro. Et donc ils disent « Ah, je suis désolée, c'est vrai que je ne devrais pas me plaindre. » Je dis « Bien sûr qu'on peut se plaindre parce qu'on est français, donc on doit continuer à se plaindre. » Et parce que ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés dans un pays qu'il n'y a pas de difficultés en France. On le voit avec le mouvement des Gilets jaunes, il y a des gens qui vivent des situations difficiles au quotidien en France, même si c'est toute proportion gardée avec Haïti. Mais il n'y a pas donc... je ne me sens pas étrangère en France, comme je ne me sens pas plus forcément très étrangère en Haïti. Très bien. Je suis entre les deux. Si on veut parler de perspective pour fermer cette émission, et quand je l'ai annoncé, il y a une journaliste en devenir qui m'a demandé précisément de poser cette question à Amélie. Pourquoi elle n'intégrerait pas une radio haïtienne? Qu'est-ce que ce sont ces perspectives pour, je l'ai cité à l'intro, pour les 10 ans à venir? Alors, les 10 ans à venir, s'il y a 10 ans, on m'avait dit que je serais ici, j'aurais pas... Donc, je ne peux pas vraiment faire de perspective sur 10 ans. Pas d'envie de partir non plus? Pas d'envie de partir. Pourquoi? Les gens me demandent jusqu'à quand je suis ici, mais à chaque fois, je leur demande s'ils voulaient me chasser de ce pays. Parce que... Il n'y a pas de raison de... Voilà, je n'ai pas de plan de carrière, ça c'est sûr. Maintenant, pourquoi ne pas travailler pour un média, une radio en Haïti? J'avais eu une proposition une fois d'un média qui voulait me faire un peu travailler. Je leur avais dit non, parce qu'il y a suffisamment de journalistes en Haïti. Je ne veux pas voler le travail de quelqu'un qui mériterait de travailler et qu'il faudrait promouvoir. Et j'avais proposé à ce moment-là une liste de 5 filles très capables de faire ce métier. Je ne sais pas s'il avait à la fin, je fais un choix. Et du coup, vous privez ces personnes-là qui auraient aimé vous Je ne peux pas non plus tout faire. Je ne suis pas Shiva quand les gens me disent « Ah, mais pourquoi vous… » Mais j'ai fait, je travaille donc pour Radio France Internationale, pour l'agence France Presse aussi. C'est déjà beaucoup de travail. Je ne peux pas tout faire. Très bien. Mais si, pour la dernière question, il était question de parler de ce qui doit, selon vous, changer ici dans ce paysage pour faire un petit peu de politique, pour terminer, ce serait quoi? De votre lieu de journaliste, oh mon Dieu, pourquoi ceci dure encore 10 ans que je suis là? C'est quoi pour vous en particulier? Je me souviens d'une des premières interviews que j'avais faites en 2009. C'est avec Michel Forst, qui était à l'époque expert des Nations Unies sur les droits de l'homme. Et j'avais évoqué avec lui la situation des Restavek, la situation des conditions carcérales. 10 ans après, je pourrais refaire la même interview. Ça, c'est frustrant, puisque... la domesticité, le droit des enfants et le droit des personnes en détention, et donc la justice. Puisqu'en prison, aujourd'hui, il y a 87% des gens qui ne sont pas encore jugés et qui sont dans des conditions au pénitencier national absolument indécentes et inhumaines. Ça j'aimerais bien voir ça changer dans les 10 ans à venir. Parce que là, c'est vrai qu'avec le regard de me dire que ce que j'ai traité comme information en 2009 et aujourd'hui en 2019, ça n'a pas changé, voire ça s'est empiré. C'est profondément triste en fait pour ces personnes, pour leurs familles. Et donc la sensibilité s'exprime Oui, parce que ce sont des personnes humaines. On parle avec des gens, ce n'est pas un reportage. Non, les reportages, ce sont des personnes qui vivent au quotidien des situations qui sont insupportables. Et donc, évidemment, ça m'émeut. Je ne suis pas, je vais répéter, un robot.
j'ai des émotions, ça m'arrive d'être en colère, ça m'arrive de pleurer pour ça. Voilà, ça, j'aimerais bien que ça change. Merci Amélie Baron pour votre présence. Vous reviendrez? Peut-être. Non, je reviendrai avec grand plaisir. Très bien, merci encore. Mesdames, Messieurs, cette journaliste que vous voyez, que vous entendez sur RFI, Amélie Baron, il nous était nécessaire de vous la présenter aujourd'hui et j'espère que vous êtes tout à fait satisfait de connaître un peu mieux cette Française qui est devenue un membre, je veux dire, de la famille haïtienne. Merci d'avoir suivi cette émission avec Amélie Baron. Mesdames, Messieurs, on se donne rendez-vous demain pour le prochain numéro de votre émission de commentaires sur l'actualité, l'invité du midi. Comme je vous le dis souvent, restez en compagnie de la plus belle des télévisions, la chaîne 22. À demain.